Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle vidéo où on va parler du projet de loi de finances. Alors, c'est plus un projet, c'est une loi de finances 2025 qui a enfin été adoptée. On va revenir dessus bien évidemment aujourd'hui. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on va faire un focus sur les investisseurs immobiliers et c'est notamment sur ceux qui sont au LMNP, qui investissent depuis des années et des années au LMNP, c'est-à-dire en individuel, les conséquences de ce projet de loi de finances qui, je pense, a été validé un petit peu trop rapidement. On l'a vu, il y a eu pas mal d'allers-retours et aujourd'hui, on arrive sur une validation. Il y a eu le 49.3 qui a été actionné pour que finalement ce projet de loi de finances passe pour ce budget de 2025. Et ça a des conséquences juste énormes. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai fait 2 vidéos la semaine dernière qui ont explosé en termes de vues, parce que j'ai parlé notamment de la TVA pour les micro-entrepreneurs, mais pas que, puisque ça concerne finalement tout le monde. Cette franchise de base a baissé à 25 000 euros. Finalement, jeudi soir, on apprenait qu'ils allaient se donner le temps de la réflexion. Bon, moi, je pense que dans les faits, in fine, on va y avoir droit. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment faire un focus sur les investisseurs IMO et particulièrement ce qui s'est passé. Et notamment, je vous le donne en mille, c'est la réintégration de vos amortissements. Si vous étiez aujourd'hui au LMNP au réel, comme moi je le suis comme investisseur immobilier, c'est acté, c'est validé. Les amortissements seront réintégrés lors de la vente de votre bien immobilier. Donc, on va découvrir ensemble concrètement les conséquences. Est-ce qu'il faut arrêter de faire du LMNP? Est-ce qu'il faut passer en société? Est-ce que c'est la fin du LMNP? J'ai vu beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, est-ce qu'il faut arrêter d'investir avec le statut LMNP? Est-ce qu'il faut plutôt investir en entreprise, en SCI, à l'IS quand on fait du meublé de tourisme, ou est-ce que éventuellement en SRL de famille? Enfin, voilà, il y a pas mal de questions qui se posent et notamment, vous le savez, quand on fait du meublé de tourisme, on est forcément à l'IS en imposition sur les sociétés. Donc, plein de questions se posent bien évidemment. Quel est l'impact réel sur tout ça? Mais ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur ce qui a été dit et qu'on décortique un petit peu tout ça. Donc, ça a été adopté, donc autour du Sénat d'adopter définitivement le texte, mais entre-temps, ça a bien bougé puisque voilà, là, je vous ai mis les différentes dates de ce qui s'est passé. Donc, ça a commencé en octobre 2024. Il y a eu un vote de rejet. Ensuite, il y a eu, vous le savez, le gouvernement qui a changé au mois de décembre, composition de nouvel gouvernement. Donc, tout ça a reculé, bien évidemment. Et là, ça y est, on est sur une adoption définitive par le Sénat le 6 février. Ensuite, décision du Conseil constitutionnel. Mais bon, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de sujet. Et puis ensuite, la promulgation de la loi. Mais là, on va dire que c'est incessamment sous peu puisque ça a été validé et que là, on ne pourra pas trop y revenir. Donc, forcément, il y a eu pas mal d'articles qui sont arrivés là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça justement de manière plus précise, notamment un article des Échos qui était plutôt pas mal. Donc, ils reviennent sur la fameuse loi Le Meur dite Airbnb, donc qui a été invoquée le 7 novembre 2024, qui vise à réguler les meublés de tourisme en zone tendue. Donc ça, j'en ai déjà parlé, bien évidemment. Sursis pour les revenus de 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, la loi Le Meur a modifié la fiscalité des loueurs de meublés qui relèvent du régime d'imposition simplifié micro-BIC. Pour les meublés de tourisme classés, les hôtels le texte abaisse le plafond et l'abattement du régime micro-BIC à 77 700 € par an, avec un abattement de 50%. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Ça, c'était la fameuse loi Le Meur, ça qui est passée depuis plusieurs mois déjà. Donc on avance et ensuite là vous avez un résumé ici clairement avec chiffré de la conséquence sur les revenus 2025 et les revenus 2024. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement quand vous êtes au micro BIC? Et donc nous qui étions au réel, puisque on va dire peut-être 80% des gens sont aujourd'hui au réel, forcément tout ça ne nous impactait pas. Mais ils ne nous ont pas oubliés. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube. Je vous l'avais dit que l'histoire de la réintégration, ça nous chauffait aux fesses. Donc, fiscalité durcie à la revente. Le projet de loi de finances qui vient d'être adopté prévoit aussi des hausses d'impôts.
Les bailleurs vont perdre un avantage fiscal qui leur est accordé en cas de vente d'un bien consacré à la location meublée. Cette mesure entend aussi rééquilibrer la fiscalité entre location meublée et non meublée. Ainsi, l'article 24, on va le découvrir dans quelques instants, alourdit donc la fiscalité à la revente pour la location meublée non professionnelle, LMNP. Il faudra désormais réintégrer l'amortissement comptable, c'est-à-dire la perte de la valeur annuelle du logement dans le calcul de la plus-value de cession. Ne vous inquiétez pas, on va revenir avec des exemples chiffrés que vous compreniez bien. Ce qui mécaniquement aura pour effet d'accroître le montant de la plus-value et donc le montant de l'impôt dont le propriétaire bailleur devra s'acquitter. La mesure s'applique aux ventes réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi. Pour l'instant, elle n'a pas été encore promulguée. Bonne nouvelle cependant, comme cela avait été défendu au cours des débats, les parlementaires ont assoupli le tour de vis, sont ainsi exclus de l'article 24 les logements situés dans les résidences pour étudiants, mais aussi les établissements pour personnes âgées et pas des résidences seniors ou handicapées. Donc si vous faisiez du meublé pour des étudiants, par exemple, vous n'êtes pas concerné. Là, clairement, ceux qui sont visés, c'est ceux qui font du meublé de tourisme notamment. Mais pas que. En revanche, les résidences de tourisme qui devaient dans un temps y échapper ne font plus partie des exemptions. L'impact psychologique de cette mesure sur les investisseurs pourrait avoir des conséquences négatives en pleine crise du logement. Et oui, parce que ça, clairement, ça envoie un signal négatif pour les investisseurs immobiliers, comme moi ou comme d'autres, qui rénovons des appartements, qui mettons des logements propres, conformes en plus de ça au DPE, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ça dans les tuyaux. Enfin, dans les tuyaux, c'est lancé, hein, donc il faut s'y conformer. Donc, en fait, on fait tout pour rénover le parc immobilier et mettre des logements sur le marché. Et là, quand vous avez une fiscalité qui s'alourdit, forcément que les investisseurs immobiliers se posent la question, est-ce que je continue? Ou est-ce que je change? Ou est-ce que je fais autre chose? Donc, il y a, alors là, c'est la bonne nouvelle, puisqu'en fait, ils n'ont pas touché, pour le moment, ils n'ont pas touché, en fait, aux abattements. Donc, pour rappel, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, vous avez la possibilité d'abattre, il y a des abattements qui sont faits chaque année à partir de la 5e année. Donc, plus vous détenez le bien longtemps, plus derrière, vous allez avoir des abattements au niveau de la fiscalité liée à la plus-value qui aura été faite lors de la revente de votre bien immobilier. En règle générale, quand on faisait du LMNP auparavant, en fait, ce qu'on faisait, c'est que dans l'idéal, hein, ce qu'il fallait, c'était quand vous étiez investisseur IMO, c'était vous achetiez votre bien, vous l'amortissez suffisamment, généralement on l'amortit entre 8 et 10 ans à peu près, enfin, on va dire la majorité des amortissements passent entre 8 et 10 ans, ce qui permettait d'avoir une fiscalité donc proche de zéro. Et en gros, en 8-10 ans, on revendait le bien. Et en fait, on réenchaînait sur un nouveau bien. C'était un peu, on va dire, la méthode qu'utilisaient de nombreux investisseurs immobiliers pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'en fait, la fiscalité était à zéro, donc il n'y avait pas d'impôt sur les revenus générés, pour faire simple. Et au bout de 8-10 ans, ils revendaient et ils repartaient sur un nouveau projet avec de nouveaux amortissements et avec de nouveaux travaux. C'est pour ça que généralement, un investisseur immobilier faisait en sorte de faire des travaux et d'exploiter en courte durée pour vraiment maximiser la profitabilité. Et ça a très bien fonctionné pendant des années, des années, des années. Là, clairement, ça change la donne. Puisque là, en fait, il va falloir attendre pour sortir. Plus vous attendez, plus vous abattez au niveau de la fiscalité. Donc, vous avez déjà l'impôt sur la plus-value qui est à 19% et vous avez les prélèvements sociaux, ce qui fait un total de 36,2%. Donc, en gros, vous payez 36,2% sur la plus-value. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a la réintégration donc, des amortissements. C'est-à-dire tout ce que vous avez amorti sur, sur les travaux, sur le bien en lui-même, sur le bâti. Tout ça, en fait, donc il y avait des durées d'abattement qui varient en fonction de qu'est-ce qu'on abat concrètement. Même dans les travaux, il y a, en fonction de ce que vous construisez, de ce que vous rénovez, vous avez des durées d'abattement qui peuvent changer. D'ailleurs, généralement, un expert comptable ou si vous faisiez votre comptabilité en ligne, généralement, ils vous disent, voilà, là, il faut plutôt mettre 10 ans, là, il faut plutôt mettre 20 ans, etc. etc. Là, en fait, tout ce que vous abattez chaque année, en fait, au moment de la sortie, on va le réintégrer. Donc, on va voir concrètement comment ça se passe. Donc là, il nous parle aussi notamment de l'histoire de la franchise de TVA. Alors, pour l'instant, je n'y reviens pas parce que j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus et je vous ai dit que ça a été mis. Donc là, ils mettent que ça tombe à 25 000 €, mais en fait, dans les faits, hein, c'est suspendu. Donc pour l'instant, il ne se passe rien.
Mais c'est sûr que si là, en fait, le seuil de TVA redescend, là, pour ceux qui font de la courte durée, ça va faire très mal en fait. Ça va faire très mal pour ceux qui font de l'investissement, je précise bien, de l'investissement IMO, parce qu'ils auront en fait beaucoup de contraintes, la fiscalité plus lourde, et en plus de ça, ils vont devoir payer la TVA à 10% à partir de 25 000 euros qu'ils auront réalisé au niveau de la location qu'ils ont pu faire. Puisqu'en fait, on part du principe que quand vous faites de la courte durée, il y a très forte chance que vous ayez les 3 services sur 4 qui correspondent à la para-hôtellerie. Faut faire attention, il y a des gens, il y a des personnes qui font de la courte durée, mais qui ne sont pas à 10%. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les critères de la para-hôtellerie. Par exemple, ils ne fournissent pas le linge. Ou par exemple, le ménage, ils ne le font pas systématiquement. C'est le locataire qui va le faire. Ou alors, ça va être par exemple, ils prennent des réservations minimum de 8 jours. Là, en fait, ils ne rentrent pas effectivement dans les critères de para-hôtellerie. Donc, eux, ils ne seront jamais concernés, peu importe le chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que, comme moi, je peux vous l'expliquer cette chaîne YouTube, puisque moi, je suis investisseur IMO, mais je fais aussi de la sous-location professionnelle, hein, vous le savez. Je fais plein de vidéos là-dessus, vous regarderez sur ma chaîne YouTube. Eh bien, quand on fait de la sous-location, bien évidemment que, en fait, on les a, les services para-hôteliers, parce qu'on fournit le linge, on fait le nettoyage, on prend des réservations en moyenne de 3 nuitées, 2-3 nuitées, et forcément que nous, là, encore une fois, ça va risquer de nous concerner. Pour l'instant, l'histoire de la TVA, je vous le dis, c'est en pause. On en reparlera un peu plus tard. Donc là, je fais vraiment mon focus sur les investisseurs IMO, et notamment la réintégration fiscale. Donc, on va regarder justement l'article 24, puisque c'est l'article 24 qui nous concerne. Donc, en gros, l'article 150 VB du Code général des impôts est complété par un grand 3 qui est ainsi rédigé. Donc, c'est ça qui vient nous embêter. Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en l'application de l'article 39C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte par limitation de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase. Donc, en gros, pour faire simple, aujourd'hui, vous vendiez un bien à 150 000 euros, vous l'aviez acheté 50. En fait, la plus-value, les 36,2% de plus-value étaient calculés sur, 50 000 euros, 150 moins 100. Avec ensuite la durée de détention qui est rentrée en ligne de compte. Aujourd'hui, ça va être 150 moins 100, moins tout ce qui a déjà été amorti. Donc, en gros, vous irez chez votre notaire et votre notaire dira, monsieur, donnez-moi, s'il vous plaît, donc l'acte d'achat, quand vous l'aviez acheté à l'époque, et puis maintenant, donnez-moi vos liasses fiscales pour que je puisse effectivement retrouver les amortissements. Donc, ça va donner en plus de ça beaucoup plus de boulot au notaire, mine de rien, parce que lui, il faut qu'il réintègre tout ça. Donc, ça donne un peu de boulot. Et lui, derrière, il va donc le réintégrer. Et donc, ce qui fait que la base taxable va être donc plus importante. On va voir concrètement ce que ça représente exactement. Et donc là, ce qui a été précisé ici, c'est que donc, les résidences d'étudiants et donc tous les établissements du Code de l'action sociale des familles, résidences, personnes âgées, handicapées sont exclus. Le grand 1 donc, s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Pour l'instant, elle n'est pas promulguée. Donc, si vous vendez aujourd'hui, demain ou après-demain, a priori, ça va bien se passer pour vous. Et après, c'est trop tard. C'est clairement trop tard. Donc, voilà en gros l'article 24, ce qui dit de ce projet de loi de finances. Donc, ça a été validé. Alors, justement, on va revenir un petit peu aussi. Je voudrais refaire une petite parenthèse là-dessus, puis je fais très vite et on enchaîne vraiment sur le plus important. L'abattement pour durée de détention. Donc, en fait, ça, ils n'y ont pas touché. Ils n'y ont pas touché, mais vous savez comment ça se passe. Hein, on commence à prendre un petit peu, puis on prend un peu plus, puis on prend un peu plus. Donc ça, est-ce que ça va pas un jour revenir sur la question peut se poser. Bien que ça, je trouve que ça ne favorise pas, ça ne va pas dans le sens de, on va dire, comment dirais-je, la dynamique immobilière. Puisqu'en fait, aujourd'hui, là, on a un essoufflement dans l'immobilier. Clairement, ça s'essouffle. Il y a moins de transactions, il y a moins de ventes, il y a moins de rotation du parc. Les nouveaux primo-accédants ont moins accès donc à la propriété résidence principale. Et ça, quand vous êtes obligé d'attendre en fait 30 ans pour sortir, en gros, parce que vous êtes exonéré totalement au bout de 30 ans, on le voit ici. Hein,
et vous êtes exonéré en partie à partir de 22 ans, tout simplement parce que vous avez donc deux impôts. Vous avez l'assiette pour l'impôt sur le revenu, l'IR, et vous avez l'assiette pour les prélèvements sociaux, ce qu'on a vu tout à l'heure, 19% et 17,2%. Eh bien, à partir de 22 ans, vous n'êtes plus qu'à 9% au niveau de l'assiette. Et ensuite, vous êtes totalement exonéré. Et donc, vous commencez en fait à pouvoir profiter de l'abattement à partir de la 6e année. On le voit ici. Vous abattez chaque année 6% et 1,65 pour les prélèvements sociaux. OK ? Donc voilà, donc, là, il vous donnait quelques exemples. Si vous revendez par exemple au bout de 10 ans, vous avez réalisé une plus-value par exemple de 10 000 €, vous bénéficiez d'un abattement sur l'impôt de 6% par an de la 6e à la 10e année, soit 30%. Donc 6% x 5, et vous avez ainsi un abattement de 10 000 x 30%, soit 3 000 €. Vous déclarez donc un revenu de 7 000 €. Et vous bénéficiez d'un abattement sur les prélèvements sociaux de 1,65 par an à partir de la 6e année jusqu'à la 10e, ce qui fait donc 8,25. 1,65 x 5. Vous avez ainsi un abattement de 10 000 x 8,25, soit 825 €. Vous devez donc payer les prélèvements sociaux sur la base de 9 175 €. Ça, c'est les abattements que vous avez. Et donc, le calcul est fait à partir de ça. Vous avez sur 25 ans et vous avez sur 30 ans. Et là, sur 30 ans, en fait, totale exonération. Vous ne payez plus rien. Donc là, pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Donc, on va le voir ici. Alors, je vous ai pris cet article qui est très bien fait. Donc, réintégration des amortissements, c'est ce que je vous ai dit. Alors, pourquoi investir en MNP reste toujours une bonne idée? Est-ce qu'il faut arrêter? D'ailleurs, on va reprendre ça ici. Est-ce que c'est la fin du MNP en 2025? Un faux ou un tox? C'est une idée qui revient presque chaque année à l'occasion du vote de loi de finances, et l'année 2025 n'échappe pas à la règle, notamment en raison de différents textes qui ont concerné l'activité de location meublée en 2024. Les derniers changements intervenus n'ont touché que l'activité de location meublée de courte durée dont les bailleurs avaient choisi de relever du régime du micro-BIC. Et quant au rapport Le Meur, rendu public au début de l'été, sa portée est très largement relativisée, de même que celle de la proposition de loi numéro 107, explication de réponse. Donc ça, c'était avant, mais là, on voit justement maintenant l'impact de l'article 24 de cette loi de finances. Donc malgré le tumulte autour de l'activité du MNP en 2025, cette solution d'investissement se démarque clairement du fait de son attractivité, notamment au régime réel d'imposition, pour lequel les loueurs qui relèvent du régime du micro-BIC peuvent choisir d'opter en cas de changement de leur seuil d'abattement. Et cela ne changera pas, même si la mesure concernant l'intégration des amortissements va être adoptée. Alors, ce n'était pas venait, puisqu'elle a été adoptée. Donc, réintégration des amortissements, quelles sont les conséquences? Donc, par principe, si le montant des amortissements déduit fiscalement pendant la durée de l'activité du MNP est ajouté à celui de la plus-value, la conséquence serait une imposition plus importante pour le loueur au moment de vendre. Donc, il y a un principe d'abattement, on l'a vu. Donc là, ils vous ont fait un exemple en fait, de quelqu'un qui aurait acheté un bien, par exemple 300 000 € et qui l'aurait revendu 500 000 € avec 60 000 € d'abattement, d'amortissement déduit. Alors là, j'ai juste un petit problème avec ça, c'est que moi, ça me paraît vraiment peu, 60 000 €. Ou alors, ce serait vraiment qu'au tout début du projet. Donc en fait, ce n'est pas très cohérent puisqu'en fait, ensuite, on vous parle d'années de détention. Mais plus vous détenez le bien, plus vous avez d'amortissement déduit. Donc en fait, le tableau, pour moi, il est incomplet ici. Mais bon, je vous en donne quand même un que j'ai trouvé qui… je n'allais pas vous en refaire un parce que c'est un peu complexe. Que si vous voulez, en fait, la durée de détention, plus vous détenez longtemps, plus vous allez donc avoir des abattements, mais en même temps, plus vous déduisez vos amortissements et qui sont réintégrés lors de la sortie. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez que le calcul n'est pas si simple que ça. Il faut quand même tout mettre dans une matrice, en fait. Donc là, ils vous ont fait le calcul, ils sont partis 60 000 € d'amortissement, mais en fait, c'est faux parce que les 60 000 €, ils évoluent dans le temps. Ils évoluent, vous amortissez beaucoup plus. Plus le temps passe, plus ça amortit, en fait. Donc, pour moi, c'est qu'un début de réponse, d'explication, enfin, un début de démonstration, on va dire mathématique, de l'impact. Mais en gros, pour faire simple, dans leur exemple, donc quelqu'un qui aura acheté 300 000 qui revend 500 avec 60 000 € d'amortissement. Sur 10 ans, il a un écart d'imposition de 17 448 €, qui, je trouve, n'est pas non plus… voilà, je pense que c'est acceptable au bout de 10 ans, sachant qu'il y a 200 000 de plus-value. Et au bout de 22 ans, la différence n'est que de 7 430 €. Et au bout de 30 ans, vous l'avez compris, il n'y a pas de différence puisqu'en fait, vous êtes totalement exonéré. Vous voyez qu'au bout de 22 ans, l'impact est quand même, je trouve, infime. Donc, c'est pour ça que ceux qui s'inquiètent… faut quand même bien tout mettre dans le panier. Il faut bien tout calculer parce que
chaque cas est un peu spécifique au niveau de l'impact que ça peut avoir. D'ailleurs, je vous ai fait un petit, normalement, je vous ai fait un petit schéma. Je vous ai fait un petit fichier Excel très rapide, très simple. Je vais vous le partager. Hop. Je vous le fais voir tout de suite. Alors, je vais vous le faire voir tout de suite. Tac, c'est celui-ci. Normalement, vous le voyez. Oui. Donc là, c'est très simple. En fait, c'est un tout petit fichier que je vous ai fait avec des sommes où j'ai repris les mêmes bases, mais j'ai mis des sommes un petit peu. Je vais rajouter une colonne que vous puissiez bien voir, parce que vu que je suis sur le côté. Hop. Attendez, juste 2 secondes. Voilà. Voilà. Normalement, vous devriez bien voir. Voilà. Normalement, c'est bon. Hop. Et je vais agrandir. Ça, vous allez bien voir. OK. Donc là, vous voyez, normalement, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? On peut s'apercevoir, donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un bien que j'aurais acheté, par exemple, 100 000 euros, d'accord, et que je revends 150 000. Donc un petit appartement, acheté 100 000, revendu 150, donc plus-value 50 000. Avant la loi de finances, en fait, vous auriez eu à payer au bout de 10 ans. Alors, je suis parti avec 25 000 d'amortissement, 25 000 euros d'amortissement. Mais c'est pareil, ça évolue avec le temps. Donc, vous voyez, l'amortissement, ça évolue. Donc, en fait, ça vient rajouter sur la plus-value. On est d'accord? Donc, avant la loi de finances, 13 960 euros. Après la loi de finances, 20 940. En fait, on est parti d'une base, si vous voulez, pour faire notre calcul. Mais bien évidemment, ça va varier, encore une fois, par rapport aux amortissements que vous avez pu réaliser. Donc, l'écart d'imposition, les 7 000 euros. Avant, après, sur un bien, vous avez fait 50 000 euros de plus-value. En gros, vous perdez 7 000 euros. Donc, ça reste toujours avantageux. On est d'accord? Mais vous allez sortir un billet de 20 000 euros sur 50 000 de plus-value. Il vous en reste 30. Si c'est au bout de 22 ans, vous allez sortir un billet de 3 870 euros versus... pardon, vous allez sortir 3 870 versus avant 2 580. Donc, en fait, ça fait qu'une différence que de 1 300 euros. Donc, vous voyez que finalement, quand vous regardez bien, ça mérite effectivement d'être, comme je vous l'ai dit, de l'adapter à la situation de chacun. Mais quand on regarde bien, est-ce que c'est la fin du LMNP? La réponse est non, en fait. La réponse est non. La location B restera-t-elle un bon placement? Au regard des éléments que nous venons de mentionner, la location B reste une solution d'investissement. Je suis d'accord avec ça. Elle constitue depuis de nombreuses années une solution d'investissement privilégiée en raison de ses avantages fiscaux, mais pas seulement. En effet, la souplesse juridique de la location meublée rend également cette activité bien plus attractive qu'à location nue pour de nombreux propriétaires. En fait, ils ont comparé par exemple avec une SCI. Donc, vous le savez, quand vous faites la location meublée de tourisme, c'est forcément sur une SCI à l'IS. C'est quoi les avantages par rapport à une SCI? Déjà, taxation défavorable pour les SCI. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, parce qu'exercer son activité par le biais d'une SCI entraîne un assujettissement à l'impôt sur les sociétés, qui peut être plus élevé qu'en LMNP. En effet, exercer une activité de location meublée en SCI impose, en plus du paiement de l'impôt sur les sociétés, la taxation du dividende lorsque le loueur souhaite récupérer de l'argent de la SCI. C'est-à-dire que si vous, à titre personnel, vous souhaitez récupérer les sous, vous avez donc l'IS et ensuite les 30% de dividendes. Donc, c'est bien plus que si ça tombait directement dans votre poche. Récupération de trésorerie simplifiée. Oui, parce qu'en fait, en matière de trésorerie, le statut LMNP, donc c'est une entreprise individuelle, comme j'ai pu déjà vous dire à plusieurs reprises. Ça permet donc de récupérer la trésorerie sans double taxation. IS plus impôt sur le dividende. Si vous voulez avoir les sous, vous, à titre personnel, par exemple, vivre de ça pour vous payer ce que vous avez à vous payer ou voyager ou autre, peu importe, ou vous créez même une source de revenus, c'est mieux de faire comme ça, en fait, clairement. Donc, ce qui n'est pas possible en SCI, puisque ça impose de réaliser des bénéfices pour pouvoir ensuite les récupérer en dividendes. Or, en SCI, le jeu des amortissements a tendance à entraîner un résultat comptable déficitaire. C'est évident. Et donc, une impossibilité de récupérer des dividendes. C'est parce que vous avez de la trésorerie sur le compte que vous êtes bénéficiaire. Vous pouvez très bien être déficitaire comptablement. Et généralement, vous êtes déficitaire. Le gros avantage de l'MNP, c'est que vous êtes déficitaire également. Donc, vous payez moins d'impôts, voire pas du tout. Mais vous avez de la trésorerie que vous pouvez utiliser tout de suite. La SCI, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Alors qu'en LMNP, même si le résultat fiscal est déficitaire, le loueur touche tout de même l'argent provenant de ses loyers directement sur son compte bancaire et donc peut y avoir recours.
Ça, c'est bien pour ceux qui veulent vivre de leur immobilier. Absence d'abattement sur la plus-value en SCI. Le statut de SCI ne permet pas de bénéficier du mécanisme des abattements sur la plus-value pour durée de détention, comme c'est le cas pour les LMNP. De plus, le retrait d'actifs, arrêt de l'activité LMNP sans vente, est facile et non taxable en LMNP. Et puis ensuite, il y a forcément des complexités juridiques, des coûts d'exploitation qu'il faut rajouter, qui sont quand même plus chers que si vous faisiez votre déclaration vous-même, que vous faisiez vous-même votre liasse fiscale. Mais voilà. En plus de ça, vous pouvez mettre des loyers qui sont généralement plus élevés en location meublée que si vous étiez en nu. Si par exemple vous aviez imaginé faire une SCI à Lierre, c'est forcément de la location en nu. Vous ne pouvez pas louer en meublé, donc déjà vous louez moins. Donc vous avez compris que pour moi, la location meublée reste hyper avantageux, la location touristique également. C'est clair qu'on vient de se faire taper méchamment, mais est-ce que c'est la fin pour autant? La réponse est non. Alors après, il y a aussi autre chose. Je voudrais vraiment terminer cette vidéo là-dessus, parce que là, quand je vous parle de réintégration des amortissements, en fait, on sous-entend tous, que c'est au LMNP au réel. Puisque le principe du réel, c'est on amortit, d'accord? On fait de l'amortissement et on est au réel, en fait. On tient une vraie comptabilité comme une entreprise. Alors que si vous étiez au LMNP au BIC, au micro BIC, pardon, eh bien, au micro, il n'y a pas d'abattement au sens propre, c'est plutôt au sens indirect. Je m'explique. Quand on est au réel, donc vous abattez pour durée de détention, les travaux, l'achat, etc. Au micro, en fait, on déduit 50%. Donc au micro, vous déduisez par exemple 50% pour calculer l'assiette donc qui va servir à l'imposition sur votre revenu. On est d'accord avec ça? Mais en fait, ce qui est sous-entendu dans les fameux 50%, par exemple, que vous déduisez quand vous êtes au micro, c'est qu'en fait, ils vous ont accordé 50% de déduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils considèrent que dans ces 50%, ça intègre toutes les charges que vous avez, donc taxes foncières, taxes de gestion, maintenance, réparation, ça va être aussi tout ce qui est intérêt d'emprunt, mais aussi, et là c'est un peu subtil, c'est indirectement l'amortissement de votre bien et des achats qui ont pu être faits. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose qui risque de faire mal, c'est que pour ceux qui pensent peut-être qu'aujourd'hui au micro, eh bien, on n'est pas concerné par la réintégration des amortissements, parce qu'en fait on n'en fait pas, enfin, on a le sentiment de ne pas en faire, parce qu'en fait on n'est pas au réel, on est au micro, mais en fait quand vous regardez bien, dans le micro, qu'est-ce qui justifie en fait la remise chaque année, les 50% d'abattement par exemple, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire taxes foncières, les charges de fonctionnement, etc. En fait, c'est pour couvrir tout ça, mais aussi, regardez bien, les amortissements. Et donc, la question qu'on peut se poser, mais je n'ai pas trouvé la réponse aujourd'hui, la réponse qu'on peut se poser, c'est que peut-être même qu'au micro, eh bien, on devra, lors de la revente du bien, devant le notaire, eh bien, et alors là, ça va être complexe, parce que le notaire devra faire une extrapolation du système du micro, qu'en fait, il y a une forme d'amortissement quand même du bien, et donc il doit être réintégré dans le calcul de l'impôt. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Donc ça, j'ai pas trouvé encore, c'est trop tôt pour le confirmer, mais la question peut se poser. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer une entreprise de sous-location sur Airbnb, ou que vous souhaitez lancer une entreprise de nettoyage, ou que vous souhaitez lancer une conciergerie, sachez que je suis capable de vous accompagner pour mettre en place ce type d'entreprise. Pour ça, il y a des formations gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Vous les retrouvez tout en bas. On a terminé. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes, bien évidemment. Et puis, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!